Première réponse à la première partie de votre question. Deuxième partie sur Heidegger. Est-ce qu'il faut jeter Heidegger avec l'eau du bain? Sûrement pas. D'abord, j'invite à ce qu'on le lise et à ce qu'on le pense. J'ai un peu dit ce qu'il en était de sa thèse centrale, à savoir l'oubli de l'être. Pense-t-on qu'aujourd'hui, par exemple, la décadence, elle soit manifeste ou manifestée dans l'oubli de l'être? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le problème soit véritablement là. Heidegger considère que la science et la technique, c'est condamnable systématiquement. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'il y a de bons usages et de mauvais usages de la technique. Il considère que la technique nous éloigne de l'être et que si nous voulons retrouver l'être, dont nous n'avons plus le souci, il faut faire l'économie de la science, de la technique, pour retrouver un usage direct de la nature. C'est sa fameuse petite campagne, enfin la maison de campagne n'est pas le mot qui convient, mais une hutte. Il a fabriqué une espèce de petite hutte dans une forêt en disant qu'il fallait vivre là et que la vérité de l'être, elle se trouvait là. N'oubliez pas le noviciat jésuite, et elle se trouvait là, c'est-à-dire qu'il fallait méditer l'être. Simplement, l'être dont il parle, il va le chercher dans les textes. Et les textes dont il parle, ce sont souvent les présocratiques. Et dans les présocratiques, c'est pas n'importe qui. C'est pas Leucippe, c'est pas Démocrite, bien sûr, c'est Héraclite et Parménide. Et donc il fait un usage de ces deux philosophes-là en nous disant que si nous voulons aujourd'hui sortir du nihilisme, il nous faut apprendre à méditer à nouveau l'être tel qu'il se manifeste chez Parménide. C'est fort sympathique, mais d'abord, ce sont des fragments. L'œuvre de Parménide, on a tout perdu sauf quelques fragments. C'est la même chose pour tous les philosophes présocratiques. Et le fameux être de Parménide, c'est une espèce de sphère, c'est une espèce d'allégorie de la perfection, parce que la sphère, elle commence nulle part, elle finit nulle part, elle est parfaite, on entre partout, on en sort partout. Enfin, depuis très longtemps, la sphère et la sphéricité, c'est l'allégorie de la perfection. Donc, c'est pas forcément le Dieu catholique, bien sûr, le Dieu chrétien, mais ça reste une espèce de perfection qui est une espèce de substitut à la religion pour Heidegger. C'est une théologie, la pensée d'Heidegger. Si vous remplacez l'être par Dieu, qu'est-ce que ça vous donne? C'est déjà moins sexy. On vous dit le signe de la décadence aujourd'hui est visible dans le fait que nous ayons oublié Dieu. C'est déjà moins sexy. Si vous dites c'est l'oubli de l'être qui est le signe de la décadence, alors vous dites autre chose. Et puis si vous êtes capable d'ajouter avec des êtres là, des êtres le là, avec des Dasein, et que vous expliquez que le souci de l'être le là ayant disparu, et puis que vous faites avec des traits d'union, des traductions de néologisme, ça devient totalement incompréhensible. Et la philosophie allemande a un grand talent pour dire de manière totalement incompréhensible des choses qui se révèlent être finalement tout bêtement la philosophie du christianisme. C'est-à-dire que quand vous avez démonté le langage hegelien, vous tombez sur une philosophie de la providence, telle qu'elle est chez Bossuet ou telle qu'elle est chez Saint-Augustin. Et c'est la même chose avec Heidegger. C'est-à-dire que quand vous avez démonté la totalité de l'enfumage, et il y en a des techniques d'enfumage dans la phénoménologie et chez Heidegger, quand vous avez démonté tout ça, il vous reste juste cette pensée conservatrice, du genre le rapport à la terre est nettement mieux que le rapport à la machine et à la technique. L'oubli de l'être est une catastrophe, il nous faut retrouver le sens de l'être, par le sens de la poésie, par le sens de l'art, par le sens de la méditation. Et il nous faut aujourd'hui non pas tant philosopher que penser, et la pensée nous conduit à méditer l'être, et dans la méditation de l'être, nous retrouverons une réalité qui a disparu depuis très longtemps, c'est-à-dire une espèce d'identité entre l'être et la terre sur laquelle il se trouve. Donc nous sommes des êtres pour la mort, nous dit Heidegger, et notre angoisse, elle est là, fondamentalement. Nous savons que nous allons mourir et nous sommes angoissés. Et toute cette pensée-là, si vous la mettez en perspective avec le national-socialisme, c'est très cohérent. C'est très cohérent. L'oubli de l'être, la question du sol, la question de l'enracinement, la négation de la technique, l'idée qu'il nous faudrait retrouver le sens de la métaphysique, l'idée que la raison serait problématique, que Descartes nous empêcherait d'accéder à des choses essentielles qui sont la communauté, qui sont le sol, qui sont la race, etc., etc. Le culte des morts, les grands anciens qui sont plus présents que certains vivants, etc. L'antisémitisme qui est permanent chez Heidegger. Tout ça fait qu'on ne peut pas dire... Je peux séparer, chez Heidegger, le bon grain de l'ivraie. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que, évidemment, on peut vraiment prélever et considérer que peut-être l'analyse qu'il peut faire des souliers de Van Gogh ou d'un poème d'Hölderlin ou d'un fragment de Parménide, ce sont des choses importantes, c'est un exercice de méditation pur, que ça nous permet de rentrer dans l'essence de l'être de l'œuvre d'art. Je veux bien qu'on dise tout ça,
Mais sans oublier que la métaphysique et l'ontologie qui soutient tout ça, ça reste quand même une ontologie qui est compatible, et plus que compatible, avec le national-socialisme. C'est la même chose avec les gens qui considèrent qu'on pourrait prélever un bon Céline et puis rejeter un mauvais Céline, en disant le voyage au bout de la nuit, Moracredi, Rigaudon, d'un château l'autre, Nord, Normance, tout ça, extraordinaire, fantastique, merveilleux, formidable, la preuve sans Pléiade. Et puis de l'autre côté, on aurait tout ce qui est insupportable. On aurait Bagatelle pour un massacre, on aurait les beaux draps, on aurait tous les pamphlets, et ça deviendrait détestable, et là, il serait vraiment pas bon, Céline, ce serait détestable. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut faire pour distinguer à ce point ? Il est abject dans ses pamphlets, mais il est aussi génial que dans ses romans ou dans sa littérature, et le traitement linguistique est le même. Et la littérature de Céline est la même. Et si vous prenez le volume de Pléiade qui rassemble les lettres de Céline, les lettres sont tout aussi géniales. Et elles sont parfois tout aussi abjectes. Il y a parfois de l'abjection chez ce personnage. Donc, c'est toujours problématique de pouvoir dire « ça je prends, ça je ne prends pas, ça je laisse de côté, mais ça c'est génial, mais ce génie-là n'a rien à voir avec... » Bon, voilà, il faut compter avec ça, il faut composer avec ça. Heidegger est quelqu'un qui fournit des arguments pour penser un certain nombre de choses. Je vous disais tout à l'heure, les gens qui font de l'esthétique et de la philosophie esthétique et de l'analyse d'œuvres adorent la phénoménologie, parce que ça vous permet de parler pour ne rien dire pendant 2 heures. Ou pendant 300 pages, et que ça impressionne. Puis après, vous sortez du truc en disant il reste quoi, là ? Qu'est-ce qui me reste ? Est-ce que j'ai compris quelque chose de l'analyse qui a été faite d'une toile de Cézanne, par exemple ? Non, on n'ajoute rien, mais simplement, on aura brassé du vent, de l'air, du concept, de la nébulosité, on aura joué avec tout ça, et puis ça aura séduit. Et aujourd'hui, c'est des sujets que j'en vois s'il y a des étudiants qui ont envie de travailler là-dessus, mais il y aurait un travail à faire sur les philosophes qui ont préfacé des artistes au XXe siècle. C'est consternant, on va dire tout le temps, mais il y a vraiment des moments où on a envie de dire, pour un Deleuze qui écrit sur Bacon Une logique du sens, qui est un très grand livre, combien de préfaces laborieuses où vous vous dites, ça doit être très profond puisque je comprends rien, alors qu'en fait c'est nullissime, ce sont des gens qui on parle de branlette si on veut aller vite, hein. Et puis voilà, de branlette conceptuelle. Et ça, c'est la phénoménologie. Et ça, c'est un certain usage d'Heidegger. Et ça, c'est une certaine façon de considérer qu'on peut jouer avec le langage et qu'on finira toujours dans le jeu de langage par atteindre quelque chose du sens. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on atteint le sens quand on le veut, quand on le cherche. Ceci dit, on ne peut pas tout le temps, mais le jeu de langage ne suffira pas. Et la philosophie allemande, elle est déjà difficilement compréhensible chez certains parce que quand ils parlent déjà la langue, c'est pas forcément très clair. Mais certains de mes amis me disent, mais alors en français, c'est encore pire. C'est-à-dire, comment peut-on lire la phénoménologie de l'esprit aujourd'hui ? Comment peut-on lire Être étant aujourd'hui ? Comment peut-on lire même la critique de la raison pure quand on n'est pas allemand ? C'est vrai que j'ai parfois tendance à croire qu'il y a des langues impossibles à traduire et que si on les traduit, eh bien, on n'obtient pas ce que la finesse ou ce que la spécificité de la langue rend possible. Je pense au génie de la langue française. J'ai reçu ce matin un livre d'un philosophe roumain qui s'appelle Gabriel Liceanu et qui a une grande tradition latine, francophone et francophile des Roumains. Et je me disais, mais quel grand philosophe français il est ! Et c'est un Roumain, simplement parce que la latinité produit une pensée particulière. La langue latine, qu'elle soit roumaine, française, parce que c'était traduit du roumain, il n'écrivait pas en français, mais je me disais, voilà, il y a une espèce de fluidité qui fait que les subtilités, elles sont particulières quand on est vraiment quelqu'un qui maîtrise la langue française. Dans l'allemand, ça me paraît extrêmement difficile à obtenir. Alors après, vous avez des gens dont la spécialité aura été toute leur vie, payés au CNRS très cher tous les mois, à produire des traductions encore plus imbitables de Hegel ou de Heidegger. Et vous avez parfois ça. Et vous avez eu un type, un fou furieux qui s'appelait Emmanuel Martineau, qui lui a dit un jour, j'en ai marre de Gallimard, qui empêche la traduction d'un certain nombre de textes et qui, lui, a lancé une espèce de traduction sauvage. C'est pas plus clair pour autant. Mais simplement, il s'énervait en disant on peut pas traduire ça comme ça, on peut pas traduire ça comme ça. Puis lui, il proposait une traduction, on avait juste envie de lui dire mais on peut pas traduire ça comme ça non plus. Et donc, je dis, quand vous avez démonté tout ça, il vous reste une philosophie assez simple. Critique de la technique, critique de la science, la logique de l'oubli de l'être, l'idée que l'étant est moins important que l'être et que nous avons aujourd'hui une espèce d'englument dans l'étant et dans l'étantité et qu'il nous vaudrait mieux repartir vers l'être de l'être parce que ça nous sauverait. Oui, mais et après. Donc je pense que ça a été surévalué, mais que on peut justifier l'espèce de fascination de ce philosophe-là parce que, et je conclurai là-dessus, mais ça répond à la première question de madame aussi, parce que ça permet de briller à peu de frais.
Et dans un dîner, si vous commencez à heideggerianiser, à phénoménologiser, eh bien, vous allez produire votre effet, quoi. Et il y a des gens qui diront... J'ai pas compris, ta copine, elle est géniale, hein, mais moi je suis pas tout, parce que là, vraiment, elle a fait des études de philo, non, c'est l'arrière-petite-fille d'Heidegger, ah oui, je comprends mieux, et puis vous avez juste envie de dire, non, arrêtez, elle a rien dit, c'était creux, c'était vide, il y avait rien derrière tout ça, c'est de l'enfumage. Mais à Paris, c'est bien porté.